Un nouvel email est apparu sur mon écran mardi matin. Maxime Dubois, c'est le nom de mon frère, a mis à jour son expérience professionnelle. J'étais en train d'examiner la proposition d'un client, mon café refroidissant sur mon bureau, quand j'ai fait l'erreur de cliquer dessus. LinkedIn s'est chargé, et c'était là, tout en haut de son profil, en lettres grasses, directeur des opérations chez Dubois et Morin Conseil. Mon entreprise. Mon cabinet de conseil. Celui que j'avais bâti avec Chloé en 6 ans, en partant littéralement de rien. J'ai fixé l'écran, je l'ai relu, et j'ai vérifié 2 fois le nom de l'entreprise pour m'assurer que je n'étais pas en train de faire un accident vasculaire cérébral. Heureux d'annoncer mon nouveau poste de directeur des opérations chez Dubois et Morin Conseil, disait la publication. Hâte d'apporter mon expérience entrepreneuriale à cette organisation en pleine croissance et de mener nos opérations vers de nouveaux sommets. De grandes choses à venir. Déjà 23 mentions, j'aime. Les commentaires affluaient. Félicitations, Maxime. Bien mérité. Affaire de famille. J'adore voir ça. Je ne l'avais pas embauché. Nous n'en avions même pas discuté. C'était une nouvelle pour moi. La porte de mon bureau s'est ouverte. Chloé est entrée, a vu mon visage, et s'est arrêtée. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai tourné mon ordinateur portable et lui ai montré l'écran. Elle a lu, a cligné des yeux, et a relu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que je me demande. Est-ce que tes parents? Mon téléphone a sonné avant qu'elle ne puisse finir. Maman. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre, me donnant le temps de trouver quoi dire. Salut, maman. Léo, chérie, ton père et moi devons te voir aujourd'hui. C'est important. Peux-tu venir au bureau vers 2 heures? Ce n'était pas une demande, mais une convocation. Et elle savait que j'avais vu la publication LinkedIn maintenant. C'était obligé. C'était l'appel de suivi. C'est à quel sujet? Nous en discuterons en personne. À 2 heures. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Chloé tapait déjà furieusement sur son ordinateur portable. Quand a-t-il publié ça? On dirait il y a 43 minutes. Donc, il l'a publié avant même de te parler. Avant même d'avoir un poste ici. Apparemment, quand on a passé 32 ans à regarder son grand frère réussir par l'échec pendant que ses parents lui offraient des opportunités comme des trophées de participation, on développe un certain radar pour les sottises. Et en ce moment, mon radar hurlait. Maxime avait 35 ans. Au cours de ces 35 années, il avait lancé cette entreprise. Toutes les 7 avaient échoué de manière spectaculaire. Il y avait le food truck qui avait réussi à perdre de l'argent en vendant des sandwichs dans des festivals en plein air. Il s'avère que les permis sanitaires et la formation à la sécurité alimentaire ne sont pas que des suggestions. La boutique en ligne qui vendait des coques de téléphone haut de gamme mais ne parvenait pas à gérer l'expédition, ce qui a entraîné 3 mois de clients en colère et un avis mémorable sur un site d'avis en ligne, j'ai commandé une coque. J'ai reçu une boîte de chips de calage dans la chaussette de sport usagée de quelqu'un. L'entreprise de conseil, ironiquement, qui a duré 4 mois avant que son unique client ne le renvoie pour avoir manqué absolument toutes les échéances. Le fonds d'investissement en crypto-monnaie qui a transformé 76 000 € d'argent d'investisseurs en 3 000 € et un procès en cours que papa a aidé à régler. L'entreprise de développement d'applications qui n'a jamais réellement développé d'applications, juste beaucoup de maquettes fonctionnelles et de documents de vision. L'entreprise de vente en gros de biens immobiliers qui lui a appris ce que signifie rupture de contrat. Et plus récemment, l'agence de marketing numérique qu'il avait fermée il y a 3 mois après exactement un client et 0 campagne réussie. Mais d'une manière ou d'une autre, chaque échec n'était jamais de sa faute. Le marché n'était pas prêt. Ses partenaires l'avaient laissé tomber. Le moment était mal choisi. Jamais Maxime. Les idées de Maxime étaient parfaites, le monde n'était simplement pas préparé à son génie. Pendant ce temps, j'avais passé 6 ans à construire quelque chose de réel avec Chloé. Nous nous étions rencontrés à une conférence à Lyon. Je travaillais comme consultant junior dans une grande entreprise qui traitait ses employés comme des pièces interchangeables. Elle était stratège senior dans une entreprise concurrente qui était encore pire, d'une manière ou d'une autre. Nous avons commencé à parler lors d'une table ronde, avons continué à parler pendant le déjeuner, et au dîner, nous esquissions un plan d'affaires sur des serviettes en papier. 6 semaines plus tard, nous avions tous les deux démissionné. Nous avions 14 000 € à nous deux, un petit client, et absolument aucun filet de sécurité. Mes parents pensaient que j'étais fou.
Papa a passé 3 heures à essayer de m'en dissuader. Maman a pleuré. Maxime a juste haussé les épaules. Ça a l'air risqué, petit frère. C'était il y a 6 ans. Nous avions eu du mal au début. Vraiment du mal. Il y a eu des mois où nous n'étions pas sûrs de pouvoir payer le salaire de notre unique employé, qui était aussi nous, mais nous étions doués pour ça. La deuxième année, nous avions 5 employés et 760 000 € de chiffre d'affaires. La quatrième année, nous étions constamment rentables et refusions des clients. C'est à ce moment-là que maman et papa nous ont approchés pour investir. Ils avaient offert 235 000 € pour 35% du capital. Nous avions besoin de capitaux pour embaucher des talents seniors et nous développer. Nous n'interférerons pas, avait promis maman. Nous sommes juste des investisseurs, des partenaires silencieux. Ils avaient récupéré leur mise 3 fois. Leur participation valait environ 1,3 million d'euros sur le papier. Maintenant, nous prévoyions 3,8 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Et apparemment, ils avaient décidé qu'il était temps de rentabiliser cet investissement en installant Maxime à un poste pour lequel il n'avait absolument aucune qualification. J'ai regardé Chloé. Salle de conférence, 14 heures. Toi et moi. J'y serai. Mais Léo, a-t-elle pointé son écran, nous devons d'abord parler d'autre chose. Elle avait ouvert le profil de Marc Chevalier. Marc, notre véritable directeur des opérations, le type avec un master en administration des affaires de HEC Paris et 15 ans d'expérience qui avait rationalisé tout notre processus de livraison. Il vient de mettre à jour son LinkedIn aussi, a dit Chloé. Il y a 2 minutes. Ouvert à de nouvelles opportunités. Mon estomac s'est noué. Il est au courant. Tout le monde est probablement au courant maintenant. Maxime a identifié notre entreprise. Toute notre équipe peut voir ça. J'ai attrapé mon téléphone et ouvert le Slack de notre entreprise. Sophie des ressources humaines m'avait envoyé un message direct. Léo, est-ce que c'est vrai? Maxime Dubois comme directeur des opérations? Personne ne m'a dit que nous faisions ce changement. 3 autres messages de membres de l'équipe de direction. Tous des variations de « Qu'est-ce qui se passe ?» Ce n'était pas seulement mes parents qui nous imposaient Maxime. C'était une annonce publique, faite sans notre connaissance ni notre consentement, qui déstabilisait déjà toute notre entreprise. Appelle Maître Renaud Martin, ai-je dit. Maintenant. Maître Martin était notre avocat d'affaires. Cher, méticuleux, et le seul avocat que j'ai jamais rencontré qui pouvait faire paraître des situations juridiques complexes presque banales. Chloé l'a eu au téléphone en 30 secondes. Maître Martin, nous avons une situation, ai-je dit. Nos actionnaires minoritaires viennent d'annoncer publiquement que mon frère est notre nouveau directeur des opérations. Nous ne l'avons jamais embauché. Nous n'en avons jamais discuté. Et notre véritable directeur des opérations vient de publier ouvert à de nouvelles opportunités sur LinkedIn parce qu'il pense qu'il est remplacé. Vos actionnaires étant vos parents, c'est exact? Qui détiennent 35%. Oui. Et ce frère, quelles sont ses qualifications? Cette entreprise en faillite et une tendance au jugement catastrophique. Maître Martin est resté silencieux un moment. Je pouvais l'entendre taper. Envoyez-moi les publications LinkedIn, toutes les 2. Et Léo, ne va pas à cette réunion à 2 heures sans moi. J'y serai. Nous avons passé les 3 heures suivantes à gérer la crise. J'ai appelé Marc directement. Tu n'es pas remplacé. Je ne sais pas ce qui se passe, mais cette publication LinkedIn est aussi une nouvelle pour moi. Léo, avec tout le respect que je vous dois, comment l'annonce de votre frère qu'il est directeur des opérations peut-elle être une nouvelle pour vous? Votre entreprise n'est-elle pas votre entreprise? Argument valable. Mes parents sont des actionnaires minoritaires. Ils essaient de forcer quelque chose. Je m'en occupe. Mais je veux que tu saches que tu es notre directeur des opérations. Ça n'a pas changé. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'ils vous forcent à me renvoyer et à l'embaucher. Ça n'arrivera pas, comment pouvez-vous le promettre? Je ne pouvais pas. Pas encore. Donne-moi 24 heures, s'il te plaît. Marc est resté silencieux. Puis, 24 heures. Mais Léo, j'ai des recruteurs qui m'appellent 2 fois par semaine. Je reste ici parce que je crois en ce que nous construisons. Si ça change. Ça ne changera pas. Je te le promets.
La salle de conférence sentait le café cher et le désastre imminent à 14h07 quand maman et papa sont entrés. Maxime n'était pas avec eux, ce qui était soit stratégique, soit il s'était réveillé en retard. Maître Renaud Martin était assis à ma droite, son ordinateur portable ouvert, l'air détendu comme le sont les avocats quand ils sont sur le point de ruiner la journée de quelqu'un. Chloé était à ma gauche, le visage professionnellement neutre. Maman s'est assise en face de moi avec ce sourire, celui qu'elle portait toujours quand elle s'apprêtait à me dire quelque chose que je n'aimerais pas mais que j'étais censé accepter avec grâce. Papa était à côté d'elle, les bras croisés. Léo, avant que tu ne dises quoi que ce soit, commença maman, nous voulons que tu saches que nous y avons très attentivement réfléchi. Vous voulez dire l'annonce de Maxime sur LinkedIn, ai-je dit. Celle qu'il a publiée ce matin en prétendant être notre directeur des opérations? Ce plan mûrement réfléchi? La mâchoire de papa s'est crispée. Nous lui avons demandé d'attendre après cette réunion. Il s'est enthousiasmé. Il s'est enthousiasmé pour un poste qu'il n'a pas, c'est pourquoi nous sommes ici, a dit maman. Ton père et moi pensons qu'il est temps d'intégrer Maxime dans un rôle de direction. Directeur des opérations est le poste qui lui convient naturellement. Nous avons déjà un directeur des opérations. Marc pourrait passer à un autre rôle, a dit papa. Directeur des opérations, peut-être. Maxime le superviserait. Maître Martin s'est raclé la gorge. Avant de continuer, je dois clarifier quelque chose. Êtes-vous, en tant qu'actionnaire minoritaire à 35%, en train de tenter d'imposer une décision opérationnelle majeure à l'entreprise contre la volonté des actionnaires majoritaires? Papa a regardé Maître Martin comme s'il venait d'apparaître de nulle part. Qui êtes-vous? Maître Renaud Martin, avocat de Dubois et Morin Conseil. Je suis ici pour m'assurer que cette conversation reste dans les limites de votre pacte d'actionnaires. Nous n'avons pas besoin d'avocat pour une discussion familiale, a dit maman. Vous en avez fait une discussion juridique lorsque votre fils a annoncé publiquement un statut d'emploi qui n'existe pas, a dit Maître Martin aimablement. Cela crée des problèmes de responsabilité pour l'entreprise. Maxime fait partie de la famille, a dit papa. C'est une affaire de famille maintenant. Nous possédons 35%. Cela nous donne le droit d'avoir notre mot à dire. Votre mot à dire, a convenu Maître Martin. Pas un contrôle unilatéral, surtout pas sur les décisions d'embauche, qui sont explicitement réservées à la discrétion de la direction dans votre pacte d'actionnaires. J'ai observé le visage de papa. Il ne s'attendait pas à une résistance. Il s'attendait à ce que je cède, que je m'accommode, que je fasse passer la famille avant les affaires comme je l'avais fait pendant 32 ans. Léo, dit maman, la voix plus douce maintenant. Maxime a besoin de ça. Il a eu des difficultés. Il a besoin d'une chance de faire ses preuves. Au détriment de notre véritable directeur des opérations? De notre équipe? De nos clients? Marc comprendrait. Il pourrait s'adapter. Marc cherche d'autres emplois en ce moment même parce qu'il pense que nous le remplaçons. 3 de nos consultants seniors m'ont envoyé des messages pour me demander ce qui se passait. Vous n'avez pas seulement suggéré que Maxime rejoigne l'entreprise. Vous l'avez annoncé publiquement avant même de nous le demander. Vous avez déstabilisé toute notre opération. Nous savions que tu résisterais, a dit papa. Nous pensions que si nous te montrions que nous étions sérieux, tu... Quoi? Me forcer la main? Rendre impossible de dire non sans passer pour le méchant? Silence. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Maxime ne rejoindra pas cette entreprise. Ni en tant que directeur des opérations, ni en tant que quoi que ce soit d'autre. Et si vous ne pouvez pas l'accepter, alors nous avons un plus gros problème. Tu ne peux pas simplement ignorer nos souhaits, a dit maman. Nous sommes actionnaires. Vous êtes des actionnaires minoritaires à 35%, a dit Maître Martin, ce qui signifie qu'ils peuvent en fait ignorer vos souhaits sur les questions opérationnelles de manière tout à fait légale. Papa s'est levé. Ce n'est pas fini. Nous convoquerons une réunion du conseil d'administration. Nous voterons. Vous perdrez, ai-je dit. Nous contrôlons 65%. Alors nous ferons de chaque réunion un enfer. Nous voterons contre chaque décision. Nous vous poursuivrons pour manquement à l'obligation fiduciaire. Pour quel motif, demanda Maître Martin, sincèrement curieux. Au motif qu'ils font passer leurs égos avant la famille. Ce n'est un motif juridique pour rien du tout, a dit Maître Martin. Mais cela établit une intention d'être perturbateur,
ce qui soutiendrait une action de rachat. J'ai vu le visage de maman changer. Elle a compris ce que maître Martin sous-entendait avant papa. Rachat, dit-elle à voix basse. J'ai sorti un dossier et l'ai fait glisser sur la table. À l'intérieur se trouvaient des documents que maître Martin avait préparés au cours des 3 heures écoulées depuis notre appel. Avis d'exercice de rachat, ai-je dit. Nous achetons votre participation de 35% à sa juste valeur marchande. 710 000 € sur la base de notre plus récente évaluation indépendante. Paiement intégral dans les 30 jours suivant l'acceptation. Papa a attrapé les papiers et a commencé à lire. Son visage est passé de la confusion au choc, puis au rouge. Vous ne pouvez pas faire ça. En fait, si, il le peut, a dit maître Martin. Section 7.3 de votre pacte d'actionnaires. L'une ou l'autre des parties peut déclencher un rachat à la juste valeur marchande avec un préavis de 30 jours. Nous sommes tes parents. Vous êtes des actionnaires minoritaires qui viennent de tenter de forcer une embauche non qualifiée par la pression publique, a dit maître Martin. C'est exactement le genre de comportement que cette clause a été conçue pour traiter. Les yeux de maman étaient humides. Léo, s'il te plaît. Nous essayons d'aider Maxime. En détruisant ce que Chloé et moi avons construit? En faisant fuir nos meilleurs éléments? En nous obligeant à choisir entre la famille et l'entreprise que nous avons mis 6 ans à faire grandir? Nous ne t'avons jamais demandé de choisir. Si, vous l'avez fait. Au moment où Maxime a publié cette annonce sur LinkedIn. Vous avez rendu impossible la coexistence des deux. Je me suis levé. Vous avez 30 jours pour répondre. Accepter l'offre, faire une contre-offre au-dessus de la juste valeur marchande, ou refuser et aller en arbitrage. Ce sont vos options. Nous ne vendons pas, a dit papa. Alors vous choisissez l'arbitrage, a dit maître Martin, que vous perdrez, et vous paierez les frais de justice en plus de cela, mais c'est votre choix. Ils sont partis. Maman ne m'a pas regardé. Les mains de papa tremblaient de rage. Après que la porte se soit refermée, Chloé a expiré. C'était brutal. C'était nécessaire, a dit maître Martin. Il préparait ça depuis des semaines, probablement. La publication de Maxime aujourd'hui n'était pas de l'enthousiasme, c'était de la stratégie. Il comptait sur le fait que tu serais trop poli, trop orienté famille pour riposter publiquement. Comment le sais-tu? Parce que j'ai vu ce schéma une centaine de fois. Des entreprises familiales, des actionnaires minoritaires qui pensent que le pourcentage de propriété équivaut au contrôle opérationnel. Ils jouent toujours la carte de la famille quand ils veulent quelque chose et la carte des affaires quand ils veulent le forcer. J'ai regardé la porte fermée. Ils vont se battre. Probablement, mais ils perdront. La valorisation est juste, la clause de rachat est en béton, et ils viennent de démontrer le comportement perturbateur exact qui justifie de les forcer à sortir. Et la publication LinkedIn de Maxime? A demandé Chloé. Peut-on le forcer à la retirer? Envoyer une lettre de mise en demeure, a dit maître Martin. Papier en tête de l'entreprise, exigeant qu'il retire la fausse déclaration d'emploi dans les 24 heures sous peine de poursuite judiciaire potentielle pour fausse déclaration. Ça va les énerver encore plus. Ils sont déjà énervés. Autant être précis pendant qu'on y est. Cette nuit-là, je suis resté assis dans mon appartement à regarder mon téléphone. 42 messages non lus, la plupart de membres de la famille à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Tous soudainement très préoccupés par l'unité familiale. Mon téléphone a sonné. Thierry, le frère de maman. J'ai répondu. Tes parents m'ont appelé en pleurant, a dit oncle Thierry. Ils ont dit que tu essayais de leur voler leur investissement. Je les rachète à leur juste valeur marchande après qu'ils aient essayé d'imposer une embauche non qualifiée à mon entreprise. Maxime est ton frère. Et c'est mon entreprise. Ce ne sont pas les mêmes choses. La famille devrait passer en premier. Ils m'ont fait choisir. J'ai choisi la chose que j'ai construite plutôt que la chose qu'ils essaient de détruire. Il m'a raccroché au nez. 3 minutes plus tard, un autre appel. Tante Hélène, puis grand-mère, puis la femme de Thierry, Juliette. Tous le même scénario. La famille compte. Maxime mérite une chance. Je suis cruel. Maman est dévastée. J'ai arrêté de répondre. J'en ai bloqué la moitié. J'ai laissé le reste aller sur la messagerie vocale. Chloé a appelé vers 22 heures. Ça va? Non. Et toi?
Marc vient de m'envoyer un texto. Il veut savoir s'il doit commencer à passer des entretiens. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que nous nous en occupions. Mais Léo, si nous perdons Marc, nous perdons la moitié de l'équipe de direction. Ils lui sont fidèles. Nous ne le perdrons pas. Je lui ai promis 24 heures. Demain matin, nous allons lui montrer exactement ce que nous faisons pour protéger cette entreprise. Et si tes parents n'acceptent pas le rachat? Alors nous nous battrons, mais nous gagnerons. Parce que l'alternative est de voir tout ce que nous avons construit s'effondrer. Nous avons raccroché. Je suis resté assis là, dans le noir, à penser à 6 ans de travail, des journées de 16 heures, des présentations aux clients, des sessions de stratégie tard le soir, le premier employé que nous avons embauché, le premier gros contrat que nous avons décroché. Tout cela reposait maintenant sur la capacité de mes parents à accepter que leur investissement ne s'accompagnait pas d'un contrôle. Mon téléphone a vibré. Un texto de Maxime. Frérot, c'est quoi ce bordel? Papa dit que tu les mets dehors. Je pensais qu'on allait travailler ensemble. J'ai répondu, retire la publication LinkedIn. Tu ne travailles pas ici. Maman et papa ont dit que ça allait se faire. Ils avaient tort. Tu n'es pas directeur des opérations. Tu n'as jamais été directeur des opérations. Mets à jour ton LinkedIn avant que nos avocats ne le fassent pour toi. 3 points sont apparus, ont disparu, sont réapparus. Puis, peu importe, mec. Cet endroit est probablement nul de toute façon. J'ai bloqué son numéro. Le lendemain matin, Marc attendait dans mon bureau à 7 heures. 24 heures, a-t-il dit. Le temps est écoulé. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai montré les documents de rachat, expliqué la situation, la publication de Maxime sur LinkedIn, la tentative de forcing, l'implication de Maître Martin, le compte à rebours de 30 jours maintenant enclenché. Marc a tout lu. Tu es sérieux à ce sujet? Complètement. Tu es notre directeur des opérations. Ce poste ne change pas. Nous ne laisserons pas nos actionnaires minoritaires déstabiliser ce que nous avons construit. Et s'ils refusent le rachat? Ils perdront un arbitrage. L'offre est plus que juste. Ils ont triplé leur investissement en 2 ans. La plupart des investisseurs seraient ravis. Marc est resté silencieux un long moment. Combien cela va-t-il te coûter? 710 000 €, peut-être 760 000 s'il négocie un peu à la hausse. C'est beaucoup d'argent pour se débarrasser de ses parents. C'est beaucoup d'argent pour protéger notre équipe et nos clients. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as construit quelque chose de spécial ici. Nos opérations sont meilleures grâce à toi. Je ne vais pas jeter ça par la fenêtre parce que mon frère a échoué dans cette entreprise et a besoin d'un autre trophée de participation. Marc a souri légèrement. Trophée de participation? Ça a été toute sa vie. D'accord. Marc a fermé l'ordinateur portable. Je reste. Mais j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Quoi? Plus jamais de membres de la famille. Jamais. Pas de cousins, pas de neveux, personne. Je me fiche qu'ils soient qualifiés. La famille et les affaires ne font pas bon ménage. Marché conclu. Nous nous sommes serrés la main. 16 jours plus tard, leur avocat a appelé Maître Martin. Il voulait négocier. Ils veulent 850 000 €, m'a dit Maître Martin, prétendant que la trajectoire de croissance de l'entreprise justifie une valorisation plus élevée. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je sais, mais ils sont dans l'émotion. Ils espèrent que tu céderas parce que c'est ta famille. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que nous y réfléchirions s'ils fournissaient une évaluation indépendante soutenant ce prix. Ils ont 5 jours. 5 jours plus tard, pas d'évaluation. Juste un autre appel de leur avocat. Ils accepteront 760 000 €, offre finale. Mais ils veulent que Maxime soit considéré pour un poste différent, quelque chose de débutant. Non, ai-je dit immédiatement. Non négociable. 760 000 € pour leurs actions. Maxime n'obtient rien. C'est le marché. Maître Martin a transmis le message. 24 heures plus tard, ils ont accepté. La clôture a eu lieu 3 semaines après la publication de Maxime sur LinkedIn. Bureau d'un avocat neutre. Professionnel, froid, propre. Nous étions assis les uns en face des autres. Les yeux de maman étaient rouges. Papa ne me regardait pas.
Contrat d'achat d'actions. Transfert de propriété. Confirmation de virement bancaire montrant 760 000 € se déplaçant de notre compte professionnel au leur. Des questions, a demandé l'avocat chargé de la clôture. Papa a secoué la tête. Maman fixait la table. Nous avons signé. Chaque signature ressemblait à une porte qui claque. Ceci conclut la transaction, a dit l'avocat. Léo Dubois et Chloé Morin détiennent désormais 100% de Dubois et Morin Conseil. Les anciens actionnaires sont libérés de tout droit et obligation. Maman s'est levée immédiatement, a attrapé ses copies. Papa a suivi plus lentement, s'est arrêté à la porte, et a regardé en arrière. J'espère que ça en valait la peine, a-t-il dit à voix basse. Protéger ce que j'ai construit? Oui, ça en valait la peine. Ils sont partis. Maître Martin a rassemblé ses documents. Ça s'est passé plus facilement que prévu. Ça n'a pas l'air facile. La famille ne l'est jamais, mais tu as fait ce qu'il fallait. Laisse le temps faire son œuvre. 2 mois de silence ont suivi le rachat. Pas d'appel de mes parents, pas de texto de Maxime. Puis, un lundi matin du 3e mois, Julie de la réception a appelé mon bureau. Léo, ton frère est là. Il dit qu'il commence aujourd'hui. J'ai regardé Chloé. Elle m'a regardé. Maxime est là, ai-je dit. En personne. Oui. Il demande où est son bureau. Il dit qu'il est le nouveau directeur des opérations. J'avais oublié la publication LinkedIn. Oublié que Maxime n'avait jamais été informé, en personne, qu'il ne travaillait pas ici. Nous avions racheté nos parents, envoyé des lettres juridiques, mais Maxime lui-même était resté silencieux. Apparemment, ce silence signifiait quelque chose de différent pour lui que pour nous. Dis-lui que j'arrive tout de suite, ai-je dit. Et Julie, fais exactement ce dont nous avons discuté. Tu te souviens du dossier que nous avons préparé? Celui de la maintenance des installations? C'est celui-là. Il y a 3 mois, juste après la clôture du rachat, Chloé et moi nous étions préparés à cette éventualité. Nous avions créé un dossier d'information pour les employés papier à en-tête officielle de l'entreprise, description de poste, structure hiérarchique, tout ce qu'il y a de plus professionnel et légitime mais pas pour le poste de directeur des opérations. Je me suis dirigé lentement vers la réception. J'ai donné à Maxime le temps de s'installer. À travers la paroi de verre, je pouvais le voir. Costume de créateur, mallette chère, sourire confiant, le sourire de quelqu'un qui pensait avoir gagné. Julie était à son bureau, en train de taper, professionnelle comme toujours. Maxime s'est retourné quand je me suis approché. Salut Léo, prêt à commencer? Où est mon bureau? Maxime, qu'est-ce que tu fais ici? Je commence mon travail. Je sais qu'il y a eu une certaine confusion avec le rachat, mais maman a dit que vous aviez réglé ça. Elle a dit que je devais venir, m'installer, rencontrer l'équipe. Maman a dit ça? Oui, la semaine dernière. Elle a dit de laisser passer quelques mois pour que les choses se calment, puis de venir. Il a regardé autour du bureau. L'endroit est super. Vraiment professionnel. Je suis impatient de vous aider à vous développer. J'ai regardé Julie. Elle avait le dossier prêt. Maxime, Julie va te préparer tes informations d'employé. Te faire remplir quelques papiers. Cool. Cool. Puis la visite du bureau? Bien sûr. Julie s'est levée, a souri professionnellement. Monsieur Dubois, bienvenue. J'ai juste besoin que vous remplissiez quelques formulaires standards pour les nouveaux employés. Formulaires fiscaux, dépôt direct, accusé de réception du manuel de l'employé. Elle a sorti le dossier, l'a fait glisser sur le bureau. Et voici votre dossier d'information pour l'employé avec votre description de poste, votre structure hiérarchique et les détails d'accès aux installations. Maxime l'a pris sans regarder. Parfait. Combien de temps cela prendra-t-il? Je veux rencontrer l'équipe de direction cet après-midi. Commencez à me mettre au courant des opérations. En fait, a dit Julie, si vous pouviez d'abord examiner ce dossier, il y a des informations importantes sur votre poste. Quelque chose dans son ton l'a fait s'arrêter. Il a ouvert le dossier. J'ai observé son visage. Confiance. Puis confusion. Ses sourcils se sont froncés. Il a commencé à lire plus attentivement. La confusion est devenue du choc. Le choc est devenu rouge.
Le rouge est devenu violet. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Votre dossier d'emploi, a dit Julie calmement. Ça dit que je suis concierge. Quelques employés à proximité ont levé les yeux. La voix de Julie est restée professionnelle. Spécialiste de la maintenance des installations, monsieur. C'est votre poste. C'est une blague. Ça doit être une blague. Je vous assure, tout ce qui se trouve dans ce dossier est exact selon notre système de ressources humaines. Maxime m'a regardé. Léo, dis-lui qu'il y a eu une erreur. Il n'y a pas eu d'erreur. Je ne suis certainement pas un concierge. Alors vous n'êtes pas un employé ici. Ce sont vos options. Accepter le poste de maintenance des installations à 14 € de l'heure ou partir. Tu es sérieux? Complètement. Il est resté là, respirant fort, tenant toujours le dossier. Maman a dit que vous régleriez ça. Elle a dit, maman ne travaille pas ici. Papa ne travaille pas ici. Ils ne sont pas actionnaires. Ils n'ont aucune autorité sur les décisions d'embauche. Ils n'ont pas eu d'autorité depuis 3 mois. Mais je suis ton frère. Et c'est mon entreprise. Si tu veux travailler ici, nous avons un poste vacant à la maintenance des installations. C'est un travail honnête. De bons avantages après 90 jours. Sinon, tu dois partir. Maxime a regardé autour du bureau, les employés faisant semblant de ne pas regarder, le visage professionnellement neutre de Julie, le dossier dans ses mains qui disait, spécialiste de la maintenance des installations, 14 € heure. Tu es un, a-t-il finalement dit. Peut-être, mais je suis un avec une entreprise qui réussit. Tu n'es que quelqu'un qui s'est pointé en attendant un travail qui ne lui a jamais été offert. Il a jeté le dossier sur le bureau de Julie, les papiers se sont éparpillés. Maman et papa vont entendre parler de ça. Ils sont déjà au courant. Ils le savent depuis 3 mois. Ils ne te l'ont juste pas dit. Ça l'a touché. La prise de conscience que nos parents l'avaient laissé croire qu'il avait encore une chance, l'avaient laissé se présenter ici, l'avaient laissé entrer dans cette humiliation. Il est parti sans un autre mot. À travers les portes vitrées, à travers le hall, parti. Le bureau est resté silencieux pendant environ 10 secondes. Puis quelqu'un a commencé à applaudir lentement, puis un autre. Puis tout le bureau applaudissait. Julie a ramassé les papiers éparpillés, les a remis dans le dossier, et l'a classé. C'était le moment le plus amusant que j'ai eu au travail en 6 ans, a-t-elle dit. Cette nuit-là, Chloé et moi sommes allés au bar miteux à 2 rue du bureau, celui où nous avions célébré notre premier contrat de 95 000 € en nous saoulant au whisky bon marché et en faisant des plans grandioses. Nous sommes libres, a-t-elle dit. Nous sommes plus pauvres de 760 000 €. Nous le récupérons en 18 mois, peut-être plus tôt. Elle a sorti son téléphone et m'a montré le LinkedIn de Maxime. Il indiquait toujours, directeur des opérations, pendant encore 6 heures avant de finalement changer pour, consultant disponible pour partenariat stratégique. Il ne sait pas quand abandonner, a-t-elle dit. Il ne l'a jamais su. 2 mois de silence ont suivi. Pas d'appel de mes parents, pas de texto, pas d'embuscade familiale pendant les vacances, juste du calme et de la productivité. Sans parents au conseil d'administration, les décisions qui prenaient autrefois 3 réunions prenaient une seule conversation. Nous pouvions avancer rapidement, faire confiance à notre jugement, prendre des risques calculés. Nous avons décroché 2 nouveaux clients du Fortune 5 Cents au 3e mois. Valeur contractuelle annuelle combinée de 740 000 €. Marc a restructuré tout notre système de livraison de projets, réduisant les délais de 15% supplémentaires. Les scores de satisfaction des clients ont augmenté. La rétention a augmenté. Au 5e mois, nous avions besoin d'un bureau plus grand. Nous avons déménagé dans un espace de 950 mètres carrés au 14e étage du centre-ville, 3 salles de conférence, de la place pour 20 employés de plus. Le jour où nous avons signé le nouveau bail, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Léo, c'est Mélissa Bernard d'Innovatech. Nous nous sommes rencontrés à la conférence l'année dernière. Théo Bernard, notre directeur de la technologie, a mentionné que vous aviez fait un excellent travail pour Industrie Lefebvre. Nous recherchons un soutien en conseil stratégique pour une initiative majeure de transformation numérique. Engagement de 3 ans. Cela pourrait être substantiel. Intéressé? Très intéressé. Super. Je vous enverrai les détails. Pour information,
Ce serait notre plus gros contrat de conseil à ce jour, environ 1,8 million d'euros par an. Mais nous avons besoin de quelqu'un qui peut gérer des parties prenantes complexes et qui n'a pas peur de défier les dirigeants quand ils ont tort. Théo a dit que vous aviez ces compétences. 1,8 million d'euros par an pendant 3 ans. 5,4 millions d'euros au total. J'ai programmé la réunion pour le mardi suivant. Nous avons passé 4 heures dans leur salle de conférence. Ils ont exposé leurs besoins. Nous avons proposé des solutions. Ils ont posé des questions intelligentes. Nous avons donné des réponses intelligentes. À la fin, Théo Bernard s'est levé et m'a serré la main. Nous aurons une décision d'ici vendredi, mais entre nous, vous êtes notre premier choix. Vendredi après-midi, le contrat est arrivé. Tout ce qu'ils avaient promis, plus des primes de performance. Chloé et moi étions assis dans mon bureau à regarder l'accord signé. La participation de 35% de tes parents vaudrait 1,7 million d'euros en ce moment, a-t-elle dit. Ils ont vendu pour 760 000 euros. Ils ont perdu 950 000 euros en forçant le problème Maxime. Ils ont fait leur choix. Le regrettes-tu parfois? Le rachat? J'y ai pensé. Vraiment pensé. Les dîners de famille auxquels je n'assisterai jamais. Les relations maintenant brisées de manière permanente. Le pont brûlé si complètement qu'il ne restait même plus de cendres. Non, ai-je dit. Ils ont choisi Maxime plutôt que le bon jugement. J'ai choisi les affaires plutôt que la politique familiale. Nous avons tous les deux obtenu ce que nous avons priorisé. Moi 8, j'ai reçu un message LinkedIn de Maxime. Salut Léo, alors je lance une nouvelle entreprise de conseil, Innovation Clarté. Transformation stratégique pour les marchés émergents. Je me demandais si tu serais ouvert à référer des clients qui ne conviendraient peut-être pas à ton cabinet. Opportunité de partenariat. Allons prendre un café. Je l'ai supprimé sans répondre. 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Papa. J'ai failli ne pas répondre. Puis la curiosité l'a emporté. Léo, c'est papa. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais Maxime m'a demandé de te contacter. Il lance une nouvelle entreprise de conseil. Il se demande si tu pourrais envisager une sorte d'arrangement de partenariat, des recommandations, des clients partagés, ce genre de choses. J'ai ri, je n'ai pas pu m'en empêcher. Maxime veut que je l'aide à concurrencer ma propre entreprise. Ce ne serait pas de la concurrence. Des marchés différents, des approches différentes. Papa, je vais le dire une seule fois. Non. Je ne conseille pas Maxime. Je ne m'associe pas avec Maxime. Je ne réfère pas de clients à Maxime. Il est seul, comme je l'ai été. Il essaie vraiment cette fois. Il essaie vraiment à chaque fois. La différence, c'est que j'ai arrêté de me soucier de sa réussite ou de son échec. C'est votre problème, pas le mien. Alors, on ne se parle plus jamais? Tu en as juste fini avec nous tous? J'en ai fini d'être le plan de secours, le filet de sécurité, la personne que vous appelez quand Maxime a besoin de quelque chose. Si vous voulez une relation avec moi qui ne consiste pas à m'utiliser pour l'aider, peut-être que nous pourrons parler un jour. Mais pas aujourd'hui. Silence. Puis, ta mère s'ennuie de toi. Ça m'a touché différemment. Elle me manque aussi parfois, mais s'ennuyer de quelqu'un ne signifie pas le laisser te faire du mal. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal. C'est ce qui rend les choses pires. Vous m'avez fait du mal accidentellement, sans même vous en rendre compte, parce que j'avais si peu d'importance que vous ne pouviez pas vous donner la peine de faire attention. Il a raccroché sans dire au revoir. Moi 10. Quelque chose d'étrange s'est produit. Une lettre est arrivée au bureau. Écrite à la main. L'écriture de maman. Je suis resté assis dans ma voiture dans le parking à regarder l'enveloppe, hésitant à l'ouvrir. Je l'ai finalement fait. Léo, je n'attends pas de pardon. Je ne sais même pas si je le mérite. Mais j'ai besoin que tu saches que je comprends maintenant ce que tu protégeais. J'ai observé Maxime pendant 8 mois. Vraiment observé, sans excuse, sans faire semblant. Il parle déjà de sa nouvelle entreprise de conseil comme si c'était la prochaine grande chose. Mais il n'a signé aucun client, n'a pas déposé de statut, n'a rien fait d'autre que de concevoir un logo et d'imprimer des cartes de visite. Ton père trouve encore des excuses, mais je ne peux plus. Je vois ce que tu voyais. Ce que Chloé voyait.
Ce que tout le monde sauf nous, apparemment, voyait. Tu as construit quelque chose de réel. Nous avons essayé de le démolir pour quelqu'un qui n'a jamais rien construit de durable. C'était mal. J'avais tort. Je ne sais pas si nous pouvons arranger ça. Peut-être que nous ne le pouvons pas. Mais je voulais que tu saches que je le vois enfin. La partie drôle, la partie tragique, c'est que nous aurions pu simplement être fiers de toi. C'est tout ce que tu as toujours voulu. Et nous n'avons même pas pu faire ça, n'est-ce pas? Je suis désolé. Maman, je l'ai lu 2 fois. J'ai ressenti quelque chose de compliqué. Pas tout à fait du pardon, pas tout à fait une conclusion, quelque chose entre les deux. Mais je n'ai pas répondu. Pas encore. Peut-être jamais. Parce qu'en ce moment, les choses allaient bien. L'entreprise prospérait. L'équipe était heureuse. Chloé et moi construisions quelque chose de plus grand que ce que nous avions imaginé. Et je n'avais plus besoin de leur approbation. J'avais quelque chose de mieux. J'avais des preuves. Mois 11, j'ai découvert comment la publication de Maxime sur LinkedIn était arrivée. Un pur accident. Une de nos clientes, une femme nommée Patricia Fournier qui dirigeait une petite start-up technologique, l'a mentionné lors d'une réunion café. J'ai failli embaucher ton frère, tu sais, a-t-elle dit nonchalamment. En janvier. J'ai vu sa publication sur le fait d'être directeur des opérations dans ton cabinet. J'ai pensé que ce serait intelligent de travailler avec quelqu'un de ton équipe. Mon sang s'est glacé. Tu as failli embaucher Maxime. Oui. Je l'ai contacté. Nous avons eu un appel, mais ensuite j'en ai parlé à Théo Bernard lors d'un événement de réseautage. Je savais que vous aviez travaillé pour Innovatech, et il a dit, le frère de Léo? Impossible qu'il travaille là-bas. Léo et Chloé possèdent 100% de cette entreprise. J'ai vérifié à nouveau. Maxime avait discrètement mis à jour son LinkedIn à ce moment-là. L'avait changé en consultant. Tu en as parlé à Théo? C'est en fait pour ça que Théo t'a appelé pour le contrat d'Innovatech. Il a dit, quiconque gère un drame familial de manière si professionnelle gère probablement encore mieux les drames professionnels. Elle a ri. Je suppose qu'il avait raison. Donc, le contrat de 5,4 millions d'euros, le plus gros contrat que nous ayons jamais décroché, provenait directement de la façon dont j'avais géré le coup de LinkedIn de Maxime. D'avoir choisi les affaires plutôt que la famille. D'avoir des limites. J'ai appelé Chloé immédiatement, je lui ai raconté toute l'histoire. Donc, l'incompétence de Maxime a directement conduit à notre plus gros contrat, a-t-elle dit. C'est poétique. C'est accidentel, mais je prends. Tu vas le dire à tes parents? Non. Ils n'ont plus le droit de connaître nos victoires. Ils ont choisi de ne pas en faire partie. Mois 12, un an après la publication de Maxime sur LinkedIn qui a tout déclenché. Nous étions passés de 3,8 millions à 6,8 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, de 32 à 45 employés, avions déménagé dans un nouveau bureau, et décroché des clients dont nous ne faisions que rêver il y a un an. Tout cela sans parents au conseil d'administration, sans Maxime près des opérations, sans drame familial déstabilisant l'équipe. Je me tenais à la fenêtre de notre nouvelle salle de conférence, regardant la ville, quand Chloé est entrée. Marc veut te parler, a-t-elle dit. Il a des nouvelles. Marc est entré 5 minutes plus tard, souriant. L'école de commerce HEC Paris m'a demandé de donner une conférence le mois prochain sur la construction de systèmes opérationnels dans les cabinets de conseil à forte croissance. Ils ont spécifiquement mentionné Dubois et Morin comme une étude de cas en matière de développement durable. C'est incroyable. Tu devrais le faire. Je le fais. Mais Léo, ils ont demandé si tu voulais co-présenter. Parler de la philosophie de leadership qui a rendu cela possible. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que je demanderai. Mais honnêtement, je pense que tu devrais. Tu as construit quelque chose de spécial ici. Pas en suivant les attentes familiales ou en prenant le chemin le plus facile, mais en ayant le courage de protéger ce qui comptait. Après son départ, je suis resté assis là, à penser à ce qu'il avait dit. Leadership. Philosophie. Protection. Limite. Il y a un an, mes parents avaient essayé de forcer Maxime à occuper un poste de directeur des opérations. J'avais dit non. Ils avaient insisté. Je les avais rachetés. Tout le monde disait que je le regretterais. Que la famille était plus importante que les affaires.
que j'avais détruit des relations par orgueil. Mais assis ici maintenant, dans un bureau que nous avions mérité, avec une équipe qui nous faisait confiance, avec des clients qui appréciaient notre travail, je ne regrettais rien. La salle de conférence sentirait le café cher demain. Il y aurait une autre réunion client, une autre décision à prendre, une autre chance de prouver non pas à eux, mais à moi-même que j'avais fait le bon choix, que l'entreprise que j'avais protégée valait la peine d'être protégée, que les limites que j'avais fixées valaient la peine d'être fixées. Mon téléphone était posé sur le bureau, la lettre de maman enregistrée dans mes photos. Je l'avais lue probablement 50 fois au cours des 2 derniers mois. Chaque fois, je pensais à répondre, mais pas encore. Peut-être un jour, peut-être jamais. Parce qu'en ce moment, j'avais du travail à faire. Un travail qui comptait. Un travail qui était le mien. Et c'était suffisant.